Et c'est ça que j'étudie. C'est comment notre cerveau a des capacités complètement incroyables. Donc, j'étudie également des calculateurs prodiges, le meilleur du monde étant Alexis Lemaire, qui est français et qui sait calculer la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, 2 têtes en 3 secondes 62. Et il n'est pas autiste. Et il est tout à fait normal, en fait, comme personne. La neuroergonomie, c'est la science qui s'intéresse à la façon dont on peut mieux répartir la charge sur notre cerveau. En fait, ce que fait Alexis Lemaire, on sait qu'il a le même cerveau que nous, simplement il l'utilise différemment. Mais son cerveau est le même, c'est-à-dire qu'il a des aires visuelles comme les nôtres, il a une aire pour la mémoire associée à la mémoire épisodique comme la nôtre, etc. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il spatialise le calcul. Il utilise sa mémoire spatiale et sa mémoire épisodique dans son calcul, que nous avons tous et que nous utilisons pour savoir où nous nous sommes garés, par exemple, où nous avons grandi, ce que nous avons mangé le matin. Si je vous demande de me dire où on peut trouver des ciseaux chez vous, eh bien c'est cette mémoire spatiale que vous allez utiliser. Pratiquement personne sur Terre ne l'utilise pour faire des maths, et lui l'a utilisé pour faire des maths. Donc en fait, si vous voulez, si ça c'était un problème mathématique, et que ça c'est votre cerveau, l'immense majorité des gens l'attrapent comme ça. Ce n'est pas ergonomique, ce n'est pas la bonne façon de l'attraper. Les calculateurs prodiges l'attrapent comme ça, c'est tout. Et la neuroergonomie, c'est la science qui s'intéresse à la façon dont on pourrait mieux attraper la connaissance avec notre cerveau, puisque pendant les 15 000 dernières années, on ne savait absolument pas comment notre cerveau apprenait. Et maintenant, l'économie de la connaissance, on y est. J'aime beaucoup cette image, parce qu'elle représente bien le langage corporel. Vous avez Barack Obama qui nomme dans sa première administration Steven Chu ministre de l'énergie. Normalement, le secrétaire à l'énergie aux États-Unis, c'est un expert du pétrole et ou du renseignement. En général, les deux. Entendez par là un euphémisme pour expert en assassinat, coup d'État, renversement de gouvernement, etc. Donc c'est Dark Vador, le secrétaire à l'énergie, on plaisante pas avec lui. Et là, bon, le type qu'il a nommé, vous le voyez vraiment, il se demande ce qu'il fait dans ce grand bureau, etc. Il n'est pas du tout à son aise, c'est pas un politicien. Barack Obama a nommé donc ce monsieur, Steven Chu, prix Nobel de physique, qui n'y connaît rien en politique et encore rien en géopolitique, renversement de gouvernement, mais qui s'y connaît en connaissance. Et tous les commentateurs ont analysé cette nomination, initialement dans la première administration Obama, comme un tournant vers l'économie de la connaissance. Mais l'économie de la connaissance, on y est complètement en Corée du Sud. La Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance. Autonome, régalien, indépendant des finances et de l'industrie. Un ministère complet. Donc c'est vous dire à quel point ils prennent ça au sérieux. Et pourquoi ils prennent ça au sérieux, les Coréens ? Aujourd'hui, la Corée du Sud exporte plus que la Fédération de Russie. 20% précisément, 100 milliards de plus chaque année. Digérons un peu ce chiffre. La Corée du Sud exporte plus que la Fédération de Russie, avec 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. La Russie, ils ont toutes les matières premières qu'ils veulent. De l'or, du pétrole, du gaz naturel, de la bauxite, du strontium, de l'uranium. Ils ont tellement de platine que ce sont les Russes qui ont inventé l'usage monétaire du platine. Les premiers à frapper des monnaies en platine, c'était eux. Et ils exportent 20% de moins que la Corée du Sud. Comment ça se fait ? Les Coréens n'ont rien sur le plan minier. Leur sous-sol n'a absolument rien à exporter. Et sur le plan halieutique, ils se partagent la mer de Chine avec la Chine, la Russie et le Japon, et je peux vous garantir que ce n'est pas eux qui gagnent. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils nous vendent ? Des écrans LCD, des tablettes et des smartphones Samsung, des voitures, des moteurs de bateaux et des bateaux entiers. Les Coréens ont complètement investi dans l'économie de la connaissance et ils sont passés d'un PIB par habitant qui était celui de la Somalie en 1957 à aujourd'hui un PIB par habitant supérieur à la France. Et même aujourd'hui, le niveau de vie du Coréen est supérieur au niveau de vie du Français, alors que c'était la Somalie en 1957. Tout à l'économie de la connaissance. Quand les Coréens veulent faire de la robotique une grande cause nationale, eh bien, ils ne créent pas de nouveaux programmes scolaires, ils créent un parc d'attractions, Roboland, dont vous voyez la mascotte, Hubo Einstein, qui dit aussi « n'aie pas peur ». C'est une très bonne idée parce que les parents vont y aller avec leurs enfants. Si le fils veut faire de la robotique, ou la fille, soyons pas sexistes, eh bien, les parents lui diront « oui, on voit que c'est une filière d'avenir, vas-y ». Et puis, les enfants auront vu que c'est sexy, que c'est drôle, que c'est amusant. Donc, en fait, pour faire d'une technologie une cause nationale, il faut avant tout la rendre agréable à étudier, donner l'envie de l'étudier. Alors pourquoi Barack Obama nomme un secrétaire à l'énergie aussi atypique et pourquoi l'économie de la connaissance est aussi centrale en Corée ?
C'est parce que, première propriété de la connaissance, elle est prolifique, elle explose, elle se reproduit très vite. La connaissance mondiale, elle double tous les 9 ans, en quantité. C'est-à-dire que si l'on compte tous les problèmes techniques ouverts qui ont été fermés, et là on peut les compter, eh bien cette donnée double tous les 9 ans. En quantité, encore une fois, pas en qualité. C'est-à-dire qu'une révolution sera comptée comme une seule phrase dans ce compte, alors qu'elle en changera des milliers d'autres. C'est récent, évidemment. La connaissance n'a pas pu doubler tous les 9 ans depuis l'Antiquité. En fait, la connaissance est rentrée dans une phase exponentielle autour de la révolution industrielle. Au début, il fallait à peu près 50 ans pour que la connaissance mondiale double. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était autour de 25 ans. Puis, on est allé vers 15 ans dans les années 70. Et avec l'apparition de l'informatique personnelle, eh bien, ce temps de doublement s'est raccourci. Aujourd'hui, on serait peut-être plutôt autour de 7 ans. Ce qui voudrait dire qu'en 7 ans et un jour, l'humanité produit plus de connaissances qu'elle n'en a produit dans les 15 000 dernières années. C'est ça que ça veut dire doubler. En quantité, pas en qualité, encore une fois. Maintenant, les règles de l'économie de la connaissance, elles sont d'une grande simplicité, mais elles changent tout. L'économie de la connaissance, elle est aussi différente de l'économie classique que l'était la physique quantique de la physique classique. Dans ces règles, il y a 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Première règle, les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. C'est ce que l'on appelle un échange à somme nulle. Tout ce que je vous donne, je le perds. Si je partage une pizza avec vous, tout ce que je vous donne, ça fait de la pizza en moins pour moi. Donc si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi, mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, je ne vais pas ressortir plus bête de cette pièce. Si je vous donnais 20 € à chacun, je sortirais plus pauvre. Et je ferai plus beaucoup de conférences au bout d'un moment. Mais la connaissance, je peux en donner. La seule limite, c'est le temps. Quand on partage de la connaissance, on ne la perd pas. En fait, la règle est plus générale que ça. Quand on partage un bien matériel, on le divise, et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Cette phrase est de Serge Choudoplatov, grand expert français d'Internet. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Et oui, vous partagez encore une fois une pizza, c'est matériel. Tout ce que vous avez partagé, ça en fait moins pour vous. Si vous y réfléchissez bien, la quasi-totalité des guerres depuis 15 000 ans repose sur ce principe. Que vous partagiez un mammouth, un champ de blé ou une nappe de pétrole, ça en fera moins pour vous. Donc la bonne nouvelle, là, c'est que dans l'économie de la connaissance, ce n'est pas le cas. La deuxième règle est une mauvaise nouvelle. Les échanges ne sont pas instantanés. Et oui, je veux dire, un échange de propriété, c'est instantané. 20 € ou 20 millions d'euros, c'est une signature sur un chèque. Ça prend le même temps. Transférer la propriété de 20 € ou de 20 millions d'euros, c'est une signature. Les échanges de propriété, sur le papier encore une fois, pas physiquement, sont tellement instantanés qu'il y a du trading haute fréquence, dont la limite légale aujourd'hui est la nanoseconde. Ça veut dire qu'on a le droit de faire 1 milliard de transactions par seconde sur les marchés financiers. Mais dans l'économie de la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence. Cette présentation, elle prend du temps. Je peux transférer 20 €, 20 millions d'euros en 1 seconde, mais l'économie de la connaissance, la physique quantique, les maths, je ne peux pas. Ça prend du temps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les échanges de connaissances, contrairement aux échanges de propriété, ils prennent du temps. Troisième règle, qui est une très bonne nouvelle aussi, les échanges ne sont pas linéaires, les combinaisons ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez 20 € et 20 € et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Si vous prenez 1 kg de riz et un autre kilo de riz, et que vous les mettez ensemble, ça fait 2 kg de riz. Mais si vous prenez 1 kg de connaissances et un autre kilo de connaissances et que vous les mettez ensemble, ça fait 3 kg de connaissances. Parce qu'à chaque fois que vous regroupez 2 connaissances, ça crée une tierce connaissance, qui est au pire triviale et au mieux révolutionnaire. C'est résumé dans cette équation qui est en fait d'une grande simplicité, n'ayez pas peur. Oui, parce qu'on a découvert que notre enseignement des maths est tellement violent en France qu'en fait, vraisemblablement, chez certains élèves qui ont une peur panique des maths, il y a, quand ils voient une équation, avant même d'essayer de la comprendre alors qu'elle est très compréhensible, une aire du cortex frontal qui s'active et qui en gros dit « n'essaie même pas ». Et le fait que vous riez me montre aussi que vous devez avoir des cas aussi. Alors, cette équation, elle est très simple. Elle dit juste que savoir, K, c'est pour savoir, knowledge en l'occurrence, connaissance, know, savoir. Et ça veut juste dire et. Bon. Savoir A et B ensemble, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. Mais si vous remplacez savoir par posséder, c'est pas vrai.
posséder A et B ensemble, c'est pas du tout plus que posséder A et posséder B. Je veux dire, ça serait sympa si avoir 10 000 € sur un compte et 10 000 € sur un autre compte et les verser sur le même compte, ça fasse 22 000 €, mais c'est pas le cas. Alors que dans la connaissance, avoir de la connaissance sur un compte et une autre connaissance sur un autre compte, quand vous fusionnez les deux comptes, ça crée une tierce connaissance. Et c'est pour ça que la connaissance explose en fait. C'est parce que plus on en crée, plus il s'en crée. Voilà donc les règles de base de l'économie de la connaissance. Les échanges sont à somme positive, ils ne sont pas instantanés, et quand on met la connaissance ensemble, il s'en produit plus. C'est comme de la reproduction en fait, et c'est ce qui fait que les combinaisons, les échanges ne sont pas linéaires. Mais pour moi, la plus belle conséquence de l'économie de la connaissance, c'est la structure de son pouvoir d'achat. Là, on réalise une transaction. Je vous donne de la connaissance, là, je suis en train de vous en donner, et vous, vous êtes en train de me donner deux choses en échange, très précieuses. Lesquelles ? Du temps, très bien. De l'attention. Écoute, attention. Eh bien, la monnaie de l'économie de la connaissance, c'est l'attention multipliée par le temps. Ça se résume dans cette formule qui est en fait très simple et très belle, qui dit le flux de connaissances, phi ça veut juste dire flux, le flux de connaissances est proportionnel, ça veut juste dire proportionnel ce signe, à l'attention multipliée par le temps. Vérifions que c'est un produit déjà, parce que un produit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'un des deux termes vaut 0, le tout vaut 0, contrairement à une somme. Si vous me donnez 1 heure, mais que pendant 1 heure vous êtes en mode Barry White dans votre tête, oui, alors il y en a forcément qui vont ressortir et qui n'ont pas réussi à enlever Let the music play de leur tête. Je vais polluer un peu votre cerveau sur ce coup-là. L'échange de connaissances sera faible. Vous me donnez 1 heure de votre temps, mais pendant 1 heure vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête. Je ne veux pas dire que Barry White c'est de la musique d'ascenseur. L'échange de connaissances ne sera pas très bon. Mais pareil, si vous me donnez 30 secondes avec toute votre attention, l'échange de connaissances ne sera pas excellent non plus. On voit bien que c'est un produit. Il faut de l'attention et du temps. Mais c'est tout. Au passage, j'utilise une formule mathématique là parce qu'elle est plus courte en fait. C'est à ça que ça sert une formule mathématique quand on y réfléchit. C'est pas pour rendre des choses compliquées, c'est au contraire pour pouvoir expliquer plus de choses en un petit espace, puisque les échanges de connaissances sont proportionnels à l'attention multipliée par le temps, ça ne tiendrait pas là sur cet écran. Alors, quelles conséquences on peut voir à ça ? Il y a une mauvaise nouvelle et tout le reste, ce sont de très bonnes nouvelles. Si votre portefeuille, votre pouvoir d'achat, c'est de l'attention multipliée par du temps, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne le dépensez pas, il se dépense tout seul. Le temps, si dans votre portefeuille il y a du temps, tout le temps que vous n'avez pas dépensé, vous n'avez pas pu le mettre en réserve pour plus tard. C'est la seule mauvaise nouvelle. Tout le reste, ce sont que des bonnes nouvelles qui changent complètement par rapport à l'économie normale. D'abord, si votre pouvoir d'achat, c'est de l'attention multipliée par du temps, eh bien oui, le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le travailleur. Il a plus d'attention et de temps libre. Même si on sait qu'aujourd'hui, trouver un emploi est un job à temps plein. Mais l'idée, c'est que quand vous n'avez pas d'activité, sur le papier, ça reste un modèle, eh bien, vous avez plus d'attention et de temps à dépenser. Si votre pouvoir d'achat, c'est de l'attention et du temps, quelle est l'autre bonne nouvelle ? Si votre portefeuille, c'est de l'attention et du temps, c'est pas illimité. Par contre, tout le monde en a à la naissance. La grande différence, c'est que le petit Somalien, il n'est pas né avec 1 000 $ en poche. Dans l'économie des matières premières, l'économie classique, des biens et services, tout le monde n'est pas né avec du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'est pas garanti à la naissance. Mais dans l'économie de la connaissance, le pouvoir d'achat est garanti à la naissance. Ce n'est pas le même pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le même temps. Mais à la naissance, on a un pouvoir d'achat non nul. Ça, économiquement, ça change tout, en supposant un accès égal, bien sûr, ce que Internet est en train de réaliser. Et puis, si votre pouvoir d'achat, c'est de l'attention multipliée par du temps, eh bien, ça veut dire que le pouvoir d'achat ne dépend que de vous. Vous ne pouvez pas aller chez un concessionnaire Maserati et vous dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir le pouvoir d'achat d'une Maserati. » Par contre, vous dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir le pouvoir d'achat de la physique quantique », ça ne dépend que de vous. Ça nous amène à l'autre partie intéressante de l'économie de la connaissance, c'est qu'en fait, l'obstacle dans l'économie de la connaissance, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est l'envie. Parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on peut dépenser notre attention et notre temps, que la dépenser dans la physique quantique, ça arrive rarement. Parce qu'il y a d'autres choses qui attirent plus notre attention et notre temps.
Donc en fait, dans l'économie des biens et des services, c'est l'argent qui détermine ce que vous pouvez acheter ou pas. Dans l'économie de la connaissance, c'est l'envie. Et l'obstacle reste de taille. C'est bien pour ça qu'à chaque fois que l'on veut enseigner quelque chose, il faut d'abord donner envie. C'est extrêmement important. Ce qui m'amène à la partie la plus belle de cette équation. Dans quelles circonstances vous maximisez votre pouvoir d'achat ? Dans quelles circonstances vous donnez toute votre attention et tout votre temps ? Quand vous donnez toute votre attention et tout votre temps à une personne, comment ça s'appelle ? L'amour. L'économie de la connaissance est la seule économie qui maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Parce que quand vous êtes amoureux d'une connaissance, votre flux d'apprentissage est beaucoup plus rapide. L'amour est ce qui maximise l'attention et le temps. Vos enfants, vous les aimez, vous allez dépenser votre attention et votre temps avec eux sans compter. L'envie de la dépenser n'est pas le problème. Eh bien, à chaque fois que vous voulez transférer une connaissance, faites en sorte de l'aimer d'abord. On dit dans la Silicon Valley que le knowledge flow précède le cash flow. Le knowledge flow, le flux de connaissances, on l'appelle aussi K-flow, knowledge flow, K-flow. Le K-flow précède le cash flow. C'est très vrai dans les boîtes de la Silicon Valley, mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ça commence à être vrai dans le monde entier, tous secteurs confondus. Et ça aussi, c'est étrange, mais quand vous pensez aux futurologues des années 80, ils disaient « jamais un agriculteur n'aura besoin d'un ordinateur personnel ». C'était complètement bidon aussi. Donc l'idée que tous les secteurs de l'industrie, de l'économie puissent se Silicon Valleyser, que les problèmes qu'a la Silicon Valley aujourd'hui seront les problèmes de tout le monde dans 10 ans, ça paraît aussi étrange aujourd'hui que d'avoir dire même un agriculteur aura besoin d'un ordinateur personnel. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, l'amour. Juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas amoureuse. Parlons de l'école. Un petit peu. Parlons, alors je vais juste rester sur cette équation pour le moment, et puis après on reviendra. L'attention et le temps, donc c'est aussi le flux de connaissances à l'école. Sauf que, à l'école, c'est obligatoire. Donc, l'école a très peu évolué pour être capable de capter l'attention. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On a un monde de divertissement de plus en plus immersif et une école de plus en plus chiante en comparaison. Parce qu'en 1905, l'école, c'était super excitant. C'est-à-dire, si vous aviez le choix entre tailler des sabots et aller à l'école, apprendre des tas de trucs, bon, c'était plus intéressant d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, vous avez le choix entre les jeux vidéo et l'école. Et l'école est plus compétitive pour ça. Mais parlons un peu de connaissances. Bon. Pour ça, j'ai besoin d'une métaphore, d'une parabole. Mais bien, cher frère, avec ma tronche, c'est pas très crédible tout ça. Imaginez que vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, devant un buffet à volonté. Mais attention, le buffet de la mort, le buffet exceptionnel, hein, salade bar, viande grillée, dessert à volonté, caviar, massage des pieds, la totale. Là, vous êtes au paradis, là. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel débarque et vous dise « tu dois tout bouffer ». Tout. Chaque assiette que tu laisseras, ça sera porté sur l'addition. Et si tu en laisses trop, non seulement tu paieras une addition mirobolante, mais en plus tu seras vidé de l'hôtel et on fera une haie d'honneur pour t'humilier. Puis le maître d'hôtel regarde sa montre et fait « ah, au fait, t'as 1 heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. » Bon. Là, vous êtes en enfer. Le buffet n'a pas changé, le contenu n'a pas changé, les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire que vous comprenez déjà comment, en changeant juste les règles, on peut transformer un truc génial en un truc chiant. Et toute l'idée de la gamification ou de la ludification, transformer le travail en jeu, c'est comment on fait dans l'autre sens. Comment on transforme un truc chiant en un truc génial, en changeant juste les règles du jeu sans changer la bouffe. Bon, ça vous est jamais arrivé, une expérience pareille, on est d'accord ? Personne ne vous a jamais demandé de finir un buffet complet et de payer ce que vous aurez laissé. Si ça vous était arrivé une fois dans votre vie, vous auriez été en psychanalyse pour le restant de vos jours. Et si je vous disais, moi, que non seulement ça vous est déjà arrivé, mais qu'en plus ça vous est arrivé 1700 jours minimum dans votre vie. L'école. Et oui, à l'école, en fait, vous êtes noté sur ce que vous avez laissé. Si vous avez tout mangé, vous avez 20. Mais tout ce que vous avez laissé, ça fait des points en moins. Et si vous en laissez trop, vous avez moins de 10, vous redoublez. Et dans les temps anciens, bonnet d'âne avec les élèves qui se foutent de vous, etc. Donc, oui, vous avez un buffet de connaissances qui est là.
Sauf que votre appétit, on s'en fout. On n'a pas le temps. C'est pas ça qu'on contrôle. Il y a un volume de connaissances, il faut l'absorber, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Aujourd'hui, notre mode d'enseignement, il est basé sur ce modèle-là. C'est pas une métaphore. Hein. Il y a un volume de connaissances, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut l'absorber. Aujourd'hui, les enfants vont faire de la trigonométrie. Ah non, mais je suis pas sûr que... Ta gueule. Du coup, vous avez deux types d'étudiants, grosso modo. Vous avez ceux qui arrivent à l'école avec de l'appétit, et avec eux, ça va bien se passer. Je ne cache pas que c'était mon cas. Ceux qui arrivent sans appétit, vous allez leur donner une crise de foie directe et vous allez les dégoûter de la connaissance. Et vous avez tout l'intermédiaire entre les deux. Et oui, les maths, c'est un peu comme le caviar ou le chocolat ou le café de la connaissance. Donner du chocolat noir à un bébé, il va le recracher tout de suite. Parce que c'est amer. Il faut apprendre à aimer ce goût. Mais une fois qu'on l'a aimé, c'est un des aliments intellectuels les plus délicieux. Le problème, c'est que si vous forcez un bébé à avaler du chocolat noir jusqu'à 7 ou 8 ans, là, toute sa vie, il va détester ça. C'est exactement ce qu'on fait avec les maths en France. Pourquoi ce modèle? Eh bien parce qu'il est industriel. Et qu'il vient de la révolution industrielle, c'est tout. Tous les pays qui se sont industrialisés vite ont un système éducatif violent. La France, le Japon, la Corée, la Chine. En fait, l'idée de l'enseignement industriel, c'est quoi? On n'enseigne pas pour le bonheur intérieur brut, on enseigne pour le produit intérieur brut. Vous savez que le bonheur intérieur brut, ça existe, c'est une variable qui a été inventée au bout de temps et qui mesure justement le bien-être. Mais on n'enseigne pas pour le bonheur intérieur brut, on enseigne pour le produit intérieur brut. Le but est d'avoir une main-d'œuvre formée. Et donc, on enseigne par l'eau. L'enseignement des humanistes était complètement opposé à ce modèle-là. C'est-à-dire que vous prenez un très beau cas qui est Léonard de Vinci et François Ier. François Ier était un cancre. Mais c'est le roi de France. Il faut qu'il réussisse. Donc, tu lui enseignes comme tu veux, tu te démerdes, il doit réussir. Budget illimité. C'est le roi de France. Ça, c'était l'enseignement de Léonard de Vinci à François Ier. Ça a tellement bien marché, alors Léonard de Vinci a tout fait pour qu'avant même d'enseigner une chose, le roi ait envie de l'apprendre. Ça a tellement bien marché que François Ier, après la mort de Léonard de Vinci, allait créer le Collège de France, 1536. Cet enseignement, il a une énorme force et une énorme faiblesse. Énorme force, il est ergonomique. Taillé sur mesure, avec de la patience, il est impeccable, il est très ergonomique. Il est basé sur le mentorat, en fait. Là, on laisse au professeur le temps d'être un mentor, pas seulement un distributeur de connaissances. Par contre, il est très cher. Il n'est pas démocratique. Il n'y a que le roi qui peut se payer un Léonard de Vinci. Donc, l'enseignement des humanistes, force parfaitement ergonomique, faiblesse parfaitement pas démocratique. L'enseignement industriel, force parfaitement démocratique, faiblesse parfaitement pas ergonomique. L'enseignement du XXIe siècle sera celui qui aura réussi à fusionner les deux, à avoir la démocratie de l'enseignement industriel et l'ergonomie de l'enseignement humaniste. Maintenant, moi, ce que je peux vous garantir, si vous êtes sorti du modèle du gavage, voici votre courbe d'apprentissage en heures, dans n'importe quelle connaissance. Mais très important, c'est la courbe d'apprentissage uniquement quand vous êtes amoureux, c'est-à-dire en supposant l'attention maximale. Comme on suppose l'attention maximale, on peut ne s'intéresser qu'au temps. 5 heures, 50 heures, 500 heures, 5000 heures, peut-être 50 000 heures. Tout ce que je vais vous dire, encore une fois, ne marche que si vous apprenez par passion. Vous allez très rapidement voir que ça n'est pas vérifié quand vous apprenez dans l'apprentissage obligatoire. Par passion, en 5 heures, vous entrez dans n'importe quelle connaissance. Le chinois, le macramé, la pâtisserie, la physique quantique, 5 heures. Piano, ce que vous voulez. Par passion, j'insiste. Vous allez dire, non, c'est pas vrai. À l'école, on fait un peu plus de 5 heures d'anglais et on n'est pas bilingue. En 5 heures, vous entrez dans n'importe quelle connaissance, si c'est par passion et en autodidacte. En 50 heures, vous êtes autonome. C'est-à-dire que si vous apprenez le chinois par passion, eh bien, le moment au bout duquel vous pourrez apprendre tous les symboles que vous ignorez encore, et tous les mots que vous ignorez encore uniquement en écoutant les gens parler, en regardant le journal ou en regardant la télé, va survenir après 50 heures. En 500 heures, vous pouvez enseigner. Un brevet de pilote en Suisse, c'est 200 heures. 5000 heures, on a les premiers prix Nobel. C'est-à-dire que T.S. Eliot, prix Nobel de littérature en 1948, il a passé moins de 5000 heures à écrire toutes ses œuvres.
Entre 5 000 et 50 000, vous avez tous les prix Nobel. Et au-delà de 50 000, vous avez ce que les Japonais appellent trésor national vivant. Inutile de vous dire que ça représente une certaine valeur économique. Ce qui peut être l'équivalent en France, pour nous, des MOF, les meilleurs ouvriers de France. 50 000 heures, c'est 17 ans, donc c'est un mariage, là. On parlait d'amour, vous êtes tombé amoureux d'une connaissance et vous l'avez épousée, cette connaissance. Vous lui avez consacré votre vie. Et là, on tombe sur des gens qui, en général, se foutent complètement des récompenses. C'est très intéressant à voir parce que, après tout, si on prend la métaphore du mariage, au bout d'un moment, si vous êtes heureux avec quelqu'un, vous n'allez pas en attendre un prix, vous vous en foutez, vous êtes déjà heureux. Quelqu'un, donc ces grands maîtres japonais qui font des sabres dans la tradition de Masamune, des sabres qui vont se vendre à 7 millions de dollars, ils sont déjà heureux. S'ils devaient mourir demain, la seule chose qu'ils voudraient faire, c'est embrasser leurs petits-enfants et finir leur sabre. Donc les prix, ils s'en foutent, ils en reçoivent, mais ils s'en foutent. Et on en voit certains, pas tous évidemment, qui vivent dans des appartements miteux de la banlieue de Kobe, alors qu'ils sont grands trésors national vivants. Mais ça s'explique très bien, encore une fois, ils sont heureux dans ce qu'ils font. De toute façon, 17 000 heures, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas vous l'infliger. Inutile de vous dire que la valeur économique maximale en économie de la connaissance est atteinte quand vous avez passé 50 000 heures ou plus. Et que le but pour un pays, normalement, ça serait de faire en sorte que sa population puisse trouver le truc sur lequel elle a envie de passer 50 000 heures ou plus. Parce que c'est là qu'on crée le plus de valeur économique et de compétitivité. Vous ne pouvez pas être compétitif si vous n'aimez pas votre job, il faut être très très clair. Les meilleures boîtes au monde aujourd'hui, elles font avant tout ce qu'elles aiment. Je pense à Apple, à Tesla, à Audi, etc. Donc ça, c'était la partie économique de la connaissance. Donc la première histoire de cette renaissance 2.0, de ce nouvel Eldorado. En sachant que, d'une façon très intéressante, si aujourd'hui on était en 1515, eh bien, Léonard de Vinci serait né en 1953. Il serait de la génération des années 50. Uccello, avant Léonard de Vinci, serait né en 1894. Michel-Ange serait né dans les années 70. Raphaël serait né dans les années 80. Et Le Tintoret serait à naître en 2018. Tout ça pour vous dire qu'une renaissance, c'est évidemment sur plusieurs générations. Chaque génération y contribue. Et c'est juste pour vous donner cette perspective de, voilà, si on était dans la renaissance aujourd'hui, ben, Léonard de Vinci, ce serait un mec qui serait né en 53. Cette parenthèse est fermée et j'en reviens au sujet de cette présentation qui est au fond notre deuxième renaissance. Aujourd'hui, en 2015, toutes les conditions sont réunies pour une seconde renaissance dans le monde. Exactement, voire même plus que pendant la première renaissance en Europe. Prenez 500 ans plus tôt, précisément en 1515, le couronnement de François Ier, on entre dans la haute renaissance française. On y était rentré bien avant, enfin petit à petit, par étapes, ce n'est pas une date précise, mais dans les livres d'histoire, on considère que le début de la haute renaissance française, c'est 1515. La renaissance en Europe a été la conjonction de la redécouverte de l'imprimerie par Gutenberg. Les Chinois l'avaient inventé, c'est pour ça que je dis redécouverte, mais la redécouverte de l'imprimerie d'une part, la redécouverte des Amériques, et donc grande découverte géographique, et puis les découvertes médicales. Et ces trois paramètres ont exactement leur équivalent aujourd'hui. L'imprimerie a comme équivalent aujourd'hui Internet, qui est encore plus important dans l'histoire de l'humanité que l'imprimerie. On le verra en rétrospective. L'impact qu'a Internet aujourd'hui sur la circulation des connaissances est encore plus grand que celui de l'imprimerie à l'époque européenne, enfin de la Renaissance européenne. À l'équivalent des grandes découvertes géographiques à l'époque de la Renaissance, nous avons aujourd'hui l'intérêt pour l'astronomie. D'une part, nous avons découvert cet été précisément la place de notre galaxie dans l'univers. On a cartographié, on a produit une carte qui donne précisément la place de notre galaxie dans un amas galactique qui s'appelle l'Aniakea, qui veut dire paradis incommensurable en dialecte hawaïen. Et cette découverte est au moins aussi importante que l'héliocentrisme du temps de Copernic. Et c'est cet été précisément qu'on l'a fait. On a découvert cet été aussi un truc complètement dingue qui est que nous avons des océans d'eau à l'état liquide sous les continents. C'est quelque chose, vous aurez dit ça à un professeur de SVT il y a à peine 18 mois, il vous aurait traité de fou, et on a découvert précisément cet été qu'il existe des océans, des masses d'eau à l'état liquide sous les plaques continentales. Avec évidemment une grande question, y a-t-il de la vie dans ces océans ignorés, etc. Donc vous voyez qu'on a encore des tas de choses à découvrir, d'autant que l'engouement pour le nouveau monde du temps de la Renaissance
et l'engouement aujourd'hui, donc, par exemple pour la conquête de Mars. Je citerai simplement la phrase du grand entrepreneur Elon Musk, qui est le patron de Tesla et de SpaceX, qui a dit « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». Donc vous voyez, évidemment, l'équivalent des découvertes médicales sont les découvertes sur le cerveau. Pour la première fois depuis 15 000 ans, on commence à comprendre comment le cerveau apprend. Aristote pensait que le cerveau était un radiateur, ce qui n'était pas bête, puisqu'il est très circonvolué et très irrigué, donc ça pouvait, et on attrape froid facilement par la tête, donc ça pouvait sembler être effectivement une structure pour réguler la température du corps. Mais c'était ça que l'on pensait. Et aujourd'hui, on commence petit à petit, on a encore énormément de choses à apprendre, mais à comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, le sujet de toute ma présentation, c'est cette nouvelle renaissance dans laquelle nous sommes en train d'entrer.